Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de finance d'entreprise dans lequel nous allons commencer toute une série de cours concernant l'analyse financière du compte de résultat. Et pour cela, nous allons étudier, entre autres choses, bien sûr, les soldes intermédiaires de gestion, puis on verra la capacité d'autofinancement, on verra, entre parenthèses, les retraitements des soldes intermédiaires de gestion, retraitement de la CAF, et bien sûr, tous les ratios que l'on peut sortir à partir du compte de résultat. Donc, les soldes intermédiaires de gestion. Donc, comme c'est un petit peu long, je l'ai fait en plusieurs parties pour pas que ce soit trop long pour chacun des cours. Alors, ici, je vous montre, et vous l'avez de toute façon, hein, aussi dans les cours papier, bien sûr, je vous montre le modèle d'un tableau des soldes intermédiaires de gestion officiels. Simplement, ici, à titre pédagogique, j'ai rajouté quelque chose qui n'existera pas, bien sûr, le jour de l'examen, si on vous pose cette question. Vous voyez, pour chaque ligne, donc pour chaque poste concerné par chacun des soldes intermédiaires de gestion, j'ai indiqué, aussi bien du côté des produits que du côté des charges, le nom des postes, et j'ai mis les numéros des comptes qu'il y a à l'intérieur de chacun des postes. Ça, c'est à titre pédagogique que je vous le donne. Le jour de l'examen, on vous donnera bien sûr le cadre, hein, le tableau qui sera pré-rempli avec les intitulés de chaque poste, mais bien sûr, il n'y aura pas les numéros de compte à l'intérieur. Ça, c'est à titre pédagogique que je vous le donne. Soyons bien d'accord. Donc ici, les soldes intermédiaires de gestion, en fait, avant de commencer, il faut déjà expliquer pourquoi on travaille, en plus du compte de résultat, il est préférable de travailler pour se faire une analyse financière un petit peu plus fine. Pourquoi c'est intéressant de travailler sur les soldes intermédiaires de gestion ? Tout simplement parce que, si vous voulez, quand on arrive au compte de résultat classique, d'un côté les charges, de l'autre côté les produits, quand il est présenté sous forme de compte en T, voire quand on a un compte de résultat en liste, vous vous souvenez, produits d'exploitation, charges d'exploitation, produits financiers, charges financières, produits exceptionnels, charges financières, et bien sûr, quelles que soient les deux présentations, nous avons les mêmes postes, d'accord, les mêmes montants et donc le même résultat. Ce n'est pas le problème. OK. Simplement, ce qui se passe, c'est que dans tous les cas de figure, dans les deux cas là, dont je parle là, on obtient le résultat de l'exercice d'une façon ou d'une autre en faisant la différence entre tous les produits et toutes les charges. Ça, c'est vrai, ce n'est pas le problème. Simplement, avec les soldes intermédiaires de gestion, on va retrouver le résultat de l'exercice, le même que celui du compte de résultat, bien entendu, mais on va le décomposer en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va mieux comprendre comment s'est construit le résultat de l'exercice, autrement qu'en disant c'est tous les produits moins toutes les charges. Vous allez me dire, oui mais monsieur, dans le compte de résultats présenté en liste, il y a déjà des résultats intermédiaires. Par exemple, dans le compte de résultats présenté en liste, ça je vous renvoie au cours que nous avons fait sur l'alias fiscal, vous avez par exemple en premier produit d'exploitation, en dessous charge d'exploitation, et en dessous donc la différence entre les deux, résultat d'exploitation. D'accord ? Puis après, vous avez produits financiers, charges financières, résultats financiers. Autrement dit, il y a des résultats intermédiaires. Mais avec les soldes intermédiaires de gestion, on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus détaillé. Comment s'est construit le résultat de l'exercice ? Dans le monde réel, bien sûr, il est intéressant d'avoir les soldes intermédiaires de gestion sur 2 années consécutives au moins, d'accord, pour pouvoir émettre un avis circonstancié, notamment en termes d'évolution. On est d'accord. Maintenant, dans le cadre de l'examen, alors il arrive quelquefois qu'on vous donne un tableau de ce type avec les soldes, les montants de l'année N qu'il faudrait calculer pour chacun des soldes, et vous avez les montants qui vous sont donnés déjà pré-remplis de l'année N-1. Puis après, on vous demande le commentaire. Vous voyez, en faisant les variations, on en reparlera à la fin du cours sur les SIG, comment procéder pour cela. Ça va nous aider. Quelquefois, dans certains examens, il n'y a que l'année N, dont acte à faire. Alors, quels sont d'abord les différents soldes intermédiaires de gestion en termes pour les énumérer? Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle la marge commerciale, puis la production de l'exercice, puis la valeur ajoutée, puis l'EBE, excédent brut d'exploitation, ou
IBE, insuffisance brute d'exploitation si c'est négatif. Ensuite, le résultat d'exploitation. Ensuite, le RCAI, résultat courant avant impôt. Ensuite, le résultat exceptionnel. Et enfin, bien sûr, le résultat de l'exercice. Alors, il y en a un supplémentaire qui intervient, qui est à part, indépendant de tout le reste, qui s'appelle plus ou moins value sur cession d'actifs dont nous parlerons tout à l'heure. Donc voilà les soldes intermédiaires de gestion qu'il faut calculer. Comment ça se présente? Alors, il y a bien, vous voyez, une colonne produit, bien sûr, avec un montant, une colonne charge avec un montant, et le solde, c'est la différence entre ce que nous allons indiquer dans la colonne produit, moins donc ce que nous allons indiquer dans la colonne charge. Alors, une remarque importante d'un point de vue technique, du côté des produits, dans la colonne montant, ou du côté des charges dans la colonne montant, il ne peut pas y avoir de chiffre négatif. Ce que je veux dire, c'est soit... soit les montants qu'on indique sont positifs et ça va dans la colonne produit, soit les montants qu'on indique sont négatifs et ça va dans la colonne charge, qu'on soit bien d'accord. Alors donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va reprendre chacun des soldes, d'accord, pour expliquer comment on calcule, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information pour l'entreprise, d'accord? Donc, premier solde, la marge commerciale. Alors, la marge commerciale, vous voyez, je vous reprends individuellement chacun des soldes pour vous expliquer comment se calcule. Donc, du côté des produits, on va prendre les ventes de marchandises et du côté des charges, on mettra le coût d'achat des marchandises vendues. Alors attention, vous savez, il faut être assez précis, c'est bien coût d'achat des marchandises vendues, c'est pas achat de marchandises. D'accord? Du côté des produits, dans la colonne produits, qu'est-ce qu'on va mettre dans le poste vente de marchandises? Eh bien, on prendra, donc toutes les informations sont issues du compte de résultat, bien entendu. Donc, on va mettre le montant du compte de résultat du poste vente de marchandises, moins éventuellement les RRRA, rabais, remise, ristourne accordés, sur vente de marchandises si c'est le cas. On est d'accord? Alors, une petite remarque, dans un vrai compte de résultat, donc du type de celui que je vous ai indiqué dans l'alias fiscal que nous avons fait précédemment, normalement, dans un vrai compte de résultat, les rabais, remises, ristournes accordés, et on verra, obtenus du côté des achats, sont déjà déduits du poste vente de marchandises. C'est-à-dire, dans un vrai compte de résultat, il n'y a pas une ligne qui s'appelle vente de marchandises, positive, et puis en dessous, RRRA sur vente de marchandises en moins. Dans un vrai compte de résultat, les deux comptes sont... Il n'y a qu'un seul poste qui est le montant des ventes de marchandises moins les RRRA. Mais si jamais on vous le demandait de calculer à partir d'une balance, là, attention, il faudrait faire les ventes, les 707, moins 797 RRA sur vente de marchandises. OK? Donc très simple, pas de difficulté. Coût d'achat des marchandises vendues du côté des charges. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce poste? On va mettre en fait le poste achat, enfin les achats de marchandises, plus éventuellement les frais accessoires sur achat de marchandises, et ensuite plus ou moins la variation du stock de marchandises, et moins les rabais, remises, ristournes obtenus sur achat de marchandises. Ce qui veut dire que dans un vrai compte de résultat, ça sera la somme de deux postes qui apparaissent dans un compte de résultat, la ligne achat de marchandises et en dessous, plus ou moins la variation de stock de marchandises. On est d'accord? Les comptes 608.7, frais d'achat, accessoires sur achat de marchandises, et moins le RRRO, donc les RRRO obtenus sur achat de marchandises, sont dans un vrai compte de résultat déjà déduit. On est d'accord? Donc si on a un compte de résultat, coût d'achat des marchandises vendues, c'est la somme de achat de marchandises, et en dessous, plus ou moins, la variation de stock de marchandises. On est d'accord? Donc, ça va nous donner la marge commerciale. Alors, quelle est la signification et l'intérêt? Alors déjà, première chose tout de même, qu'on soit bien d'accord, puisqu'on dit que c'est bien, pour faire simple, le 707 moins le 607, autrement dit, les achats de marchandises, les ventes de marchandises moins les achats de marchandises, on est bien d'accord que ça veut dire que certaines entreprises ne sont pas concernées par la marge commerciale. Donc ça veut dire en français que ne pensez pas que vous avez faux si vous ne trouvez pas de marge commerciale. Ben oui, vous avez des entreprises qui ne sont pas toutes de type commercial, où toutes les entreprises n'ont pas, d'un point de vue financier, une activité commerciale. Ben oui, il y a des entreprises de production.
c'est-à-dire qui achètent des matières premières, qui transforment et qui vendent des produits finis, ou les entreprises qui font des prestations de services. Dans ce cas-là, elles n'utilisent pas ni le compte 707 ni le compte 607. Donc, déjà, la marge commerciale n'intéresse que les entreprises commerciales, c'est-à-dire celles qui ont pour activité principale ou accessoire d'acheter et de vendre des marchandises. Petit rappel, les marchandises sont des biens destinés à être revendus en l'état sans transformation dans l'entreprise. Alors, une petite remarque à ce stade-là, ça permet, cette marge commerciale, de calculer deux ratios, ce qu'on appelle le taux de marge en analyse financière et le taux de marque en analyse financière. Alors, je précise bien en analyse financière parce que dans d'autres domaines, par exemple, d'un point de vue commercial, au niveau du vocabulaire, ça peut être un petit peu différent. En tout cas, en analyse financière, ce que l'on appelle le taux de marge, c'est le montant de la marge commerciale, le tout divisé par le coût d'achat hors taxe des marchandises vendues. On est d'accord? Donc on compare la marge commerciale sur le coût d'achat hors taxe des marchandises vendues. Ce qu'on appelle le taux de marque, et que souvent dans le monde, chez les commerciaux, on appelle chez eux le taux de marge. En fait, chez nous, quand je dis chez nous, en finance, ça s'appelle le taux de marque. C'est la marge commerciale divisée par le prix de vente hors taxe. Bon, peu importe, j'allais dire, l'important c'est de savoir de quoi on parle. Le plus fréquemment utilisé, c'est le taux de marge, c'est-à-dire la marge par rapport au coût d'achat hors taxe des marchandises vendues. Alors bien sûr, ça, comme tous les ratios, et on en parlera souvent, ça n'a d'intérêt que si c'est comparé dans le temps et dans l'espace, sur plusieurs années consécutives. Et quand je dis dans l'espace, je veux dire, l'idéal, ce serait aussi de comparer avec des entreprises du même secteur, de la même taille, etc., etc. Pas toujours facile dans la réalité d'avoir cette information, d'accord ? On pourrait aussi, si par exemple on veut un peu plus de détails, on peut rentrer, être plus précis dans le monde réel, aller plus loin, c'est-à-dire qu'on pourrait calculer, vous voyez, une marge commerciale par type de marchandise ou par catégorie de marchandises. Alors si on était une grande surface, vous voyez, on pourrait, par exemple, admettons qu'on ait décomposé tout ce que vend le magasin en une dizaine de rayons différents, si vous voulez, vous voyez, par exemple, on pourrait calculer la marge commerciale de chacun des rayons. Pour cela, il n'y a pas de souci, bien sûr, mais là, il ne faudrait pas utiliser le compte de résultat, parce que dans le compte de résultat de la grande surface, sur le poste vente de marchandises, il n'y a qu'une ligne, c'est toutes les ventes de marchandises de tout ce qu'elle vend. Et le coût d'achat des marchandises vendues, c'est de toutes les marchandises, ça fait la synthèse, d'accord ? Simplement, il faudrait aller dans la balance à ce moment-là et avoir séparer à chaque fois que l'entreprise a vendu quelque chose, identifier chaque vente en fonction du rayon, chaque achat en fonction du rayon. Là, on pourrait sortir par rayon. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si on prend le compte de résultat, c'est pas possible de différencier par type de marchandise, puisqu'encore une fois, dans un compte de résultat, il y a toutes 707 ventes de marchandises, toutes les marchandises, c'est sur une ligne. Une grande surface qui aurait 50 000, 60 000, 70 000 références, dans son compte de résultat, il n'y a pas 70 000 lignes pour chacune, 707, 00001, telle marchandise, etc. Tout est regroupé, d'accord ? Mais si on va dans la balance, on peut aller plus dans les détails. Alors, le commentaire, alors là, bien sûr, les commentaires, là aussi, je vais vous le dire souvent, je vous prie de m'en excuser d'avance, de m'entendre répéter probablement souvent ce que je vais vous dire maintenant, mais en analyse financière, dans le cadre d'un examen, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes effrayés et vous craignez les commentaires. Je ne sais pas quoi dire, je ne comprends rien. En fait, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, pourquoi c'est d'une simplicité enfantine ? Parce qu'on ne peut pas vous demander plus que ce que vous pouvez donner. Je veux dire par là, dans le cadre d'un examen, vous avez, ça dépend du type d'examen que vous passez, 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe, mais vous n'allez pas être comme dans la réalité, avoir la possibilité d'aller chercher des informations pertinentes si vous en aviez besoin dans la réalité pour faire des commentaires très avisés. Vous allez faire avec les informations dont vous disposez. On est bien d'accord ?